Bonsoir tout le monde, bienvenue à la troisième session de Billet Talk de l'année 2023. Pour aujourd'hui, nous avons Kevin Kanga qui va nous entretenir sur le thème du business analyst dans un contexte agile. Qu'est-ce que c'est un business analyst? Pourquoi parler de contexte agile? Kevin nous dira tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons chercher aussi à savoir un peu plus sur Kevin. Qui est notre orateur? Pourquoi ce thème? Nous allons le comprendre dans le prochain slide. OK. Donc, Kevin, il est diplômé d'un master en économie internationale. Kevin a complété son parcours universitaire avec une spécialisation en management du numérique et des systèmes d'information à Grenoble, école de management en France. Donc, ce faisant, il a renforcé ses compétences méthodologiques en management de projets organisationnels et stratégiques. Donc, il débute ses premières expériences professionnelles en 2011 au sein d'EcoBank Bénin, puis chez Nestlé et en organisation internationale. Donc, on va dire que Kevin il a eu l'habitude des grands groupes et ensuite, il a décidé de se lancer dans la carrière de consultant en management de projet. Donc, depuis, Kevin, il accompagne les acteurs de l'assurance de personnes, de la finance dans la définition de leur stratégie, dans leur projet de transformation SI. Et enfin, Kevin est surtout un passionné de cuisine, de voyage et de musique. Donc aujourd'hui, notre intervenant, je l'ai dit précédemment, c'est Kevin Kanga. Bonsoir Kevin, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous reçois 5 sur 5? Oui, je t'entends et je te reçois 5 sur 5, merci. Parfait. Donc, à la suite de la présentation de Kevin, je vais vous donner un peu la suite du programme pour les billets talk de l'année. Donc, pour le premier semestre, la prochaine date, c'est le 31 mai avec Irène Foy, qui va nous entretenir sur comment réussir les CBA, qui est le premier niveau de certification de l'IIBA. Donc, restez connectés. Normalement, vous allez recevoir les communications relatives à ce billet talk-là. Donc, Kevin, je te laisse la parole, je te laisse partager ton écran. The floor is yours. Thank you very much. Alors, je suis un peu frustré de voir mon nom barré, comme si la présentation était terminée, mais Non, désolé. est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup à toi, Nadège. Merci à l'organisation IVA de me convier à ce billet Talk 3. Donc, aujourd'hui, pour ne pas se répéter, on va avoir un échange assez intéressant sur un sujet qui passionne beaucoup, un sujet particulier parce qu'il n'est pas figé dans le marbre. Particulier parce qu'il y a des débats et c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler. Et voilà, mes attentes sont simples, hein. C'est vraiment de ne pas hésiter à poser des questions, même à m'interrompre, hein, s'il y a des choses qui vous semblent un peu floues, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est un échange, c'est vraiment un moment de partage. Donc voilà, sans plus tarder, je vous propose ce sommaire précis. Alors, on va poser le cadre en définissant les notions centrales de notre sujet, qui est le rôle du business analyst dans un contexte agile. Donc, après avoir défini ce que c'est la business analyse et son spécialiste, on fera un focus sur l'agilité. De quoi on parle quand on parle d'agilité? Est-ce qu'on parle de mouvement? On verra. Et après, on fera un focus sur, en réalité, comment le business analyst peut agir dans le cadre d'un projet agile. Ce sera l'occasion de prendre un exemple concret et puis de voir dans quelle mesure le business analyst peut se mouvoir dans les différents rôles au sein d'un projet agile. Et à ce moment-là, je vous donnerai la parole pour ceux qui accepteront partager leur expérience en tant que business analyst, qui ont déjà eu l'occasion d'intervenir dans un projet agile. Ce sera l'occasion également de vous écouter et puis de partager votre expérience. Et avant la conclusion, on a une petite surprise que je me réserve pour le moment. Et puis voilà, on terminera avec des éléments qu'on aura bien sûr retenus.
Et puis, s'il y a toujours des questions, voilà, ce sera l'occasion de les poser. Donc, si tout est bon de votre côté, on passe du coup à notre premier point qui est la business analyse. Alors, c'est quoi la business analyse? Je sais que tout autour de ce webinaire sont connectés des business analysts, mais des personnes qui ne le sont pas. Alors, le concept de business analyse, en réalité, c'est une discipline. C'est une discipline qui est née au début des années 2000, exactement en 2005, au Canada, et qui est en réalité une pratique qui facilite le changement dans une entreprise. Et l'institution qui porte cette discipline, c'est l'institution internationale de la business analyse. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette institution? Elle dit en fait que le dispositif de business analyse, en réalité, c'est un dispositif qui va permettre d'implémenter des solutions qui soient les plus optimales possibles pour répondre à des problématiques ou pour répondre à un besoin au sein de l'entreprise. Voilà simplement ce qu'on peut dire de la business analyse. Donc, c'est un dispositif, donc c'est une discipline, c'est un métier qui va consister à répondre à des problématiques. Donc, bien sûr, une discipline a besoin évidemment de quelqu'un pour la mettre en œuvre, pour la décliner. Et cette personne, c'est le business analyst. Le business analyst, en réalité, c'est cette personne au sein de l'entreprise qui va être ce facilitateur, cet individu au sein de l'entreprise qui va être l'interface entre trois principaux groupes au sein de l'entreprise. Alors, ces groupes sont repartis entre les équipes techniques, le comité de direction et les équipes opérationnelles. Donc, quand je parle d'équipe technique, je parle les développeurs, les informaticiens, globalement. Quand je parle d'équipe opérationnelle, je parlais des métiers, hein, que ce soit de marketing, des équipes, des métiers de la gestion, des métiers de la communication ou autres. Et quand je parle du comité de direction, je parle des responsables au sein de l'entreprise qui vont porter la stratégie de l'entreprise. En dehors de ça, quelles vont être les responsabilités ou en tout cas la responsabilité principale du business analyst? Le business analyst va en réalité éliciter les besoins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éliciter? Éliciter, c'est pousser la personne qu'on a en face de soi à définir, au-delà de son besoin, ses exigences. Alors, pour donner un petit exemple, hein, un besoin, ça peut être j'ai soif. L'exigence va être je veux boire de l'eau fraîche ou je veux boire une boisson gazeuse. Donc, le business analyst va être cette personne qui va pousser son interlocuteur à identifier réellement ses exigences au-delà des besoins. Donc, vous voyez, il y a deux notions. Il y a une notion de besoin et une notion d'exigence. Et je dis souvent, hein, les premiers business analysts ce sont des enfants. En fait, ils vont, d'une manière ou d'une autre, chercher à arriver à leur fin en posant des questions. Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc voilà, si vous êtes un peu perdu dans ces notions, n'hésitez pas à penser à cela. Un enfant, il va poser des questions et le business analyst, c'est ça. Au-delà de poser des questions, il va chercher à découvrir ou identifier les exigences des interlocuteurs qu'il a en face de lui. Bon, j'ai listé quelques responsabilités. Elles ne sont pas exhaustives, mais me semblent pour moi importantes. Donc, la première, c'est d'interagir et de communiquer avec les différents interlocuteurs. Donc, on vient de voir hein, les trois groupes de population. Analyser également les informations. Et pour cela, je vous invite à revoir hein, le billet Talk 2 sur tout ce qui est analyse d'informations, de données qualitatives et quantitatives. Un très excellent billet Talk, que je vous invite à regarder. Et la troisième responsabilité que je souhaitais partager, c'est que le business analyst va être cette personne qui va être ce qu'on appelle un problem solving. Donc, qui va être là pour débloquer des situations, euh, pas seulement au travers de ses questions, au travers aussi de ses qualités. Ces qualités, ce qu'on appelle les soft skills. Généralement, c'est quelqu'un d'ouvert, de sympathique, qui va collaborer, qui va rarement s'énerver, qui va être patient. Donc, ce business analyst va être cette personne qui va concrètement être le point focal
pour résoudre concrètement les points de blocage dans l'entreprise. Et enfin, un point essentiel, c'est qu'il va créer de la valeur pour l'entreprise. En plus de répondre ou de récolter tous les besoins et les exigences, il a pour but, en tout cas ses actions ont pour but, de créer de la valeur pour l'entreprise. Il faudra retenir ce mot parce qu'il va nous conduire tout le long de notre présentation et vous verrez pourquoi. Et enfin, qu'est-ce qu'on retient du business analyst? Eh bien, c'est quelqu'un qui détient simplement une intelligence analytique et humaine qui va justement créer cette valeur dans l'entreprise. Alors, que va faire le business analyst concrètement au sein d'un projet? Projet normal, j'entends. On va parcourir du coup ces différents carrés en fait dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, la première des choses, c'est qu'il va réaliser ce qu'on appelle l'étude d'opportunité. C'est l'idée du projet en soi. Avant de rentrer à proprement dit dans le projet, on va dire ben, pourquoi on fait ce projet, d'où nous vient cette idée. Donc, on va rédiger concrètement cette étude d'opportunité dans ce qu'on appelle la note d'opportunité. La deuxième chose que va faire le business analyst, il va préparer, donc on est à ce niveau, il va préparer les activités de l'analyse métier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'analyse métier? Donc, ce sont tous les éléments qui vont permettre au business analyst de mener à bien ses responsabilités. Donc, ça sous-entend que ce soit concrètement une liste de parties prenantes. Ça sera également tous les outils qu'il peut utiliser de questionnement, les 5 pourquoi, par exemple. Euh, voilà, c'est tout un ensemble d'éléments que le business analyst va avoir dans sa besace pour mener à bien ou pour décliner concrètement le projet. Donc, il va contenir ça dans ce qu'on appelle le plan d'analyse métier. Ensuite, il va faire une sorte de réaliser une étude de faisabilité. Donc, la faisabilité, elle peut être organisationnelle, économique. Il va analyser tous ces aspects-là, les options qui se présentent pour le contenir dans un dossier de faisabilité. Et enfin, tout ce qui va consister à l'élicitation des besoins et la facilitation de la conception fonctionnelle va être contenu dans un dossier qui peut être séparé, mais généralement, il est contenu dans un seul dossier qu'on appelle le dossier d'exigence et de conception fonctionnelle. Je l'ai fait sciemment de le séparer de cette façon parce qu'on retrouve dans certaines organisations des dossiers qui soient relativement, euh, on va dire, séparés. Et dans d'autres organisations, ces dossiers-là sont, on retrouve un dossier unique. Donc, voilà globalement le cadre qui est posé avec ce que c'est la business analyse et ce que c'est le business analyst. Pour certains, c'est un rappel, pour d'autres, ils découvrent. Maintenant qu'on a parlé de business analyst, on va se focaliser maintenant sur l'agilité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a des idées et on entend beaucoup de choses qui se disent sur l'agilité. Euh, je vous parlais au début, en introduction, est-ce qu'on parle de mouvement ou autre? Mais il y a plusieurs idées, en fait, qui sont entendues et que je souhaitais partager avec vous. Et la Kevin, première, oui, une minute. Avant de partir plus loin, en fait, j'aimerais revenir sur le slide précédent et demander à ceux qui veulent poser des questions de les poser parce qu'en fait, on a une surprise à la fin et c'est le moment de poser des questions pour retenir un peu tout ce qui sera dit, pour ne pas se dire, ah, si je savais et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions maintenant. C'est tout. Merci. du coup, je peux continuer, poursuivre? Si Oui, vous tu n'avez pas peux de questions, continuer. Mhm. d'accord. Alors, je rappelle, hein, si c'est l'occasion du coup d'en rajouter une, ne soyons pas timides, hein, parce que il n'y a aucune mauvaise question, d'accord? On est là pour apprendre et donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro, on ne va pas le fermer, d'accord? Et à poser vraiment votre question si vous en avez, d'accord? Donc, j'étais en train de dire, en train de parler d'agilité et je parlais justement des différentes idées reçues sur
sur ce que c'est l'agilité. Alors, c'est un concept qui a été un peu galvaudé, hein. Je disais, on parle d'agilité, on parle de mouvement, on dit tout et parfois pas grand-chose sur l'agilité. Et la première idée, en fait, qui est dite, c'est que les pratiques agiles sont réservées uniquement pour des petits projets. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz, mais personnellement, je pense que qui parle de petits projets parle du triptyque, hein. Quand on parle de projet, on parle de coût, délai, qualité. Donc, petit projet, ça veut dire petit coût, petit délai, donc assez rétréci. Et puis, en termes de qualité, pas grand-chose en soi. Est-ce qu'une pratique agile est réservée en réalité pour des petits projets? Généralement, les pratiques agiles, en tout cas pour ce que je sais, ont été mis en place pour faire face à des changements. Et vous savez que les changements, on les perçoit que sur la durée. Un projet qui fait 2 jours ou 3 jours n'aura pas, ne sera pas face ou exposé aux mêmes réalités, aux mêmes changements qu'un projet qui fait 1 ou 2 ans. Il peut y avoir des aléas macroéconomiques qui vont interagir et qui vont impacter le projet. Donc, ce sont des idées, c'est une idée concrètement que j'estime pas, pas vraie en soi. Elle peut être vraie dans certains contextes, mais en réalité, si on le prend de façon intrinsèque, ce n'est pas une idée qui est avérée. La seconde idée, celle qu'on entend hein, de façon générale, c'est que les pratiques agiles sont des méthodes de gestion de projet. Alors, on va le voir par la suite, mais les pratiques agiles, en soi, ont été créées pour répondre à des besoins et pour mettre en place des produits. Donc, produits logiciels, j'entends. Et quand on parle de produits logiciels, on n'a pas besoin forcément de se positionner dans un projet, dans un cadre méthodologique où on va suivre les étapes, où on va avoir en face des, 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 des éléments en fait, qui vont plus ou moins nous permettre en fait, de répondre à ce besoin-là. Donc, en réalité, les pratiques agiles, je le dis, on va le voir après, ce sont globalement des cadres de travail. Ce n'est pas des méthodes de gestion de projet. Parce que le produit, qui est le logiciel, on peut le réaliser en dehors d'un projet, en dehors d'un cadre typiquement projet. La troisième idée qu'on entend, c'est que en agilité, on néglige souvent la qualité au profit de la vitesse de la réalisation du prototype. Alors, il est vrai que comment dirais-je, l'agilité est véritablement pour mettre en place des produits euh, en temps et en heure, et en tout cas pour faire en sorte que ce produit réponde à des besoins des clients, mais on ne peut pas se permettre de dire que l'agilité néglige la qualité, parce qu'en réalité, l'agilité a pour but d'apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, qui parle de valeur parle également de qualité. Donc, certes, on a une notion de vitesse dans l'agilité, mais ça ne sous-entend pas qu'il faut en négliger la qualité. Il se trouve même que parfois, il y a des projets qui sont en cycle V, qui sont généralement qui s'exécutent plus rapidement que le projet agile, parce que le projet agile va demander parfois de faire de recommencer des développements. Donc, je parle de développement informatique. Donc, on va écrire un code, à un moment donné, on se rend compte qu'au final, le code il n'est pas correct, donc on va recommencer. Donc, je termine hein, par cette quatrième idée reçue qui est, pardon, que la documentation, ce n'est pas agile, alors on n'en fait pas. Alors, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas documenter dans tout le cycle de vie de l'agilité. Pourquoi? Parce que déjà, l'écriture d'un code informatique, c'est déjà la documentation. L'écriture d'un test, c'est déjà de la documentation. Donc, l'agilité, en réalité, permet de la documentation.
Donc voilà, ce sont des 4 idées que j'ai souhaité partager avec vous. Si vous avez des remarques, des avis, voilà, n'hésitez pas. Je poursuis la présentation, mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre et à revenir sur des points. Il est important de aussi mettre l'accent sur... Kevin, Oui, j'ai une question. Que oui. dis-tu à ceux qui disent qu'il s'agit plutôt de méthodes agiles et non de pratiques agiles? Alors, on peut dire que ce sont des méthodes. Donc, abusivement, on peut le dire. Euh, on utilise le terme pratique, on utilise aussi le terme cadre de travail. En fait, ce sont des éléments qui vont servir à mettre en place un produit. Voilà pourquoi on ne dit pas, en fait, en réalité, que des pratiques agiles sont des méthodes de gestion de projet. Dans la gestion de projet, comme je disais, on va avoir des éléments qui vont être liés au triptyque, hein. Il y a le triptyque, mais il y a également le périmètre, il y a des risques, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont être contenus dans la gestion de projet. Alors que la pratique agile, ce sont des cadres de travail, d'accord, pour exécuter ou pour mettre en place des produits. Donc certes, un produit peut être technique ou pas, mais en soi, on suppose que c'est un outil. Donc les pratiques agiles, ce sont des outils, on va dire ça comme ça, ce sont des outils concrètement qu'on va utiliser pour exécuter ou pour répondre à des problématiques. Donc est-ce que ça répond à ta question? Ça répond et j'ai un commentaire dans le chat qui dit c'est plus un mindset qu'une méthode, d'où framework agile. Donc iPhone, je ne sais pas c'est qui. Si tu as envie de rajouter quelque chose, tu peux lever la main ou ouvrir ton micro et partager en fait ton avis. Oui, bonjour, c'est Ange Conan. Désolé, je ne sais pas que ça notait iPhone. Non, non, bah, je suis d'avis avec Kevin Kanga. Je le salue également. C'est un ancien de Grenoble, donc je suis sur LinkedIn. Mais D'accord, je crois qu'il a fait la même, enfin, j'ai fait la même formation que lui. On a le même parcours, mais je suis d'avis avec lui. d'accord. C'est ce que je pourrais dire. Bon, Ok, bah merci. C'est Ange, non? C'est bien ça. C'est Ange, oui. Ok, merci. merci Ange. Alors donc, on va parler un peu d'histoire, hein. Je ne veux pas vous perdre, hein. Ce pourquoi on parle d'origine du concept agile, c'est pour poser vraiment le cadre. Donc, restons attentifs. On parle de culture et on cherche à se documenter, à creuser. D'où vient l'agilité? Donc, concrètement, on remonte donc dans les années 50. Donc, il y a certains qui étaient nés, d'autres pas, hein, je suppose, où on a fait face en fait à des 30 années glorieuses. D'accord? Et ces 30 années glorieuses ont donné une conséquence, pardon, de la surproduction dans l'industrie. Typiquement, Toyota s'est vu voilà, des voitures sur le marché qui n'arrivaient pas à épurer. Et c'est comme ça que un ingénieur a mis en place ce qu'on appelle le Toyota Production System. En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place justement pour réduire, pour optimiser les chaînes de production et pour réduire le gaspillage. On ne parlait pas encore d'agilité. Donc, quelques années après, les institutions ont toujours fait face à des circonstances complexes. Donc, on était dans un monde de plus en plus complexe. Il y avait la population qui évoluait, les entreprises se structuraient. Et c'est à ce moment-là que le MIT a théorisé le Toyota Production System pour le qualifier de Lean. On verra hein, ce que c'est Lean par la suite. Et après, dans les années 90, Laurie Koskela, qui est aussi sur LinkedIn, hein, que vous pourrez rajouter, qui est très sympathique, il a été le premier à employer le terme agilité dans le cadre du projet. Et il a, pour le coup, mené des études empiriques pour faire des comparaisons dans le domaine de la construction. Et il a comparé plusieurs projets qui fonctionnaient en mode classique et des projets qui avaient une autre dynamique. Et il a perçu en réalité qu'il y avait des différences, que les projets de construction qui fonctionnaient un peu, qui se faisaient face à des changements et qui s'adaptaient, réussissaient plus que d'autres projets. Donc,
Et quelques années après, on a vu apparaître, bien sûr, le manifeste agile dans les années 2001. Donc, on verra concrètement, on rentrera dans le détail de ces aspects-là. Concrètement, c'est quoi l'agilité, finalement? Eh bien, c'est ce que Ange disait, en réalité, c'est une culture qui est soutenue par des valeurs et des principes et qui permettent d'être performant dans un environnement complexe. Alors, ce sont des termes assez... la sémantique, en fait, est intéressante. On parle de valeurs, on parle de principes, on parle d'environnement complexe. Donc, on parle aussi de changement. Donc, l'agilité, en réalité, c'est ça. C'est une culture. C'est un état d'esprit. C'est une façon de faire. Elle est portée par des valeurs et des principes et qui nous permettent de s'adapter, de nous adapter. Voilà, globalement, ce sera livrer des éléments, communiquer sur ces éléments, réfléchir et concrètement s'améliorer. Ça vous fait penser peut-être à quelque chose, si vous voulez ouvrir au micro pour en parler. Sinon, ça fait penser à la roue de Dunning, le, le plan, do, check, act. Donc, toutes ces notions, en fait, tournent autour de l'agilité et ce sont des notions sur lesquelles on va dire des initiateurs de l'agilité se sont appuyés pour dérouler ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec les différentes pratiques. Donc, on va passer en revue très rapidement ces 4 valeurs. Donc, l'agilité, c'est 4 valeurs, ce sont 4 valeurs, pardon, et 12 principes. Donc, les 4 différentes valeurs, c'est de mettre en avant, dans un premier temps, les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Donc, c'est faire en sorte que les individus collaborent entre eux, parce qu'en réalité, ce sont les individus qui font la valeur de l'entreprise. L'agilité va focaliser, bien sûr, sur la collaboration et l'interaction qu'il peut avoir entre les individus. La deuxième valeur, c'est de mettre en place des solutions opérationnelles plutôt que d'une documentation exhaustive. Alors, vous voyez bien qu'on parle de documentation exhaustive. Ça sous-entend que dans d'autres méthodes de projet, on va concrètement se charger de rédiger ou d'attendre la validation des métiers pour pouvoir exécuter ce qu'on a exécuté. L'agilité dit, mais en fait, il faut mettre en place des solutions qui soient opérationnelles et utilisables tout de suite, ce qu'on va appeler le minimum value product. On le définira plus tard dans la présentation, on aura l'occasion de poser aussi des questions. On va mettre en place ces éléments-là, à défaut ou de préférence à rédiger des documentations qui soient lourdes, pesantes, qui demandent des validations. La quatrième valeur, c'est de faire collaborer les équipes et les clients. La collaboration orale, directe, plutôt que de faire des négociations qui soient contractuelles. On va mettre toujours du papier devant pour promettre des éléments, signer, re-signer, changer des contrats. L'agilité ne fait pas exclusivement fi de ces aspects-là, mais privilégie de collaborer avec le client de façon régulière. Et enfin, l'adaptation au changement, comme on a vu, plus haut, plutôt qu'un plan qui soit défini et pour lequel on est obligé de suivre. Alors, je vous épargnerai de la lecture de ces 12 principes, hein, je vous rassure. Vous pourrez creuser davantage sur Internet pour approfondir des éléments, mais je voulais focaliser sur ces 4 aspects, donc les 4 principes, on va dire. C'est la priorisation, pardon, de la satisfaction du client. Donc, l'agilité va mettre le client au centre de ses actions. L'agilité va aussi veiller à ce que les choses soient faites de façon excellente, pardon, et que la livraison soit de très bonne qualité. Je focalise parfois, vous avez tendance à comprendre, sur des aspects un peu techniques, mais l'agilité s'étend au-delà des aspects techniques. D'accord? On parlera d'aspects organisationnels, mais voilà, on aura l'occasion de poser des questions. Le troisième principe sur lequel je souhaiterais mettre l'accent, c'est des livraisons régulières avec des versions opérationnelles de l'application. Et enfin, c'est de l'amélioration régulière de l'efficacité de l'équipe. Donc, globalement,
l'agilité, c'est, comme on le disait, un état d'esprit, c'est la collaboration, c'est des livraisons, des bouts de livraison. Voilà, c'est globalement ça. C'est-à-dire que vous allez vous fixer peut-être, je paraphrase, hein, vous fixez un objectif toute l'année pour dire à la fin de l'année 2023, voici ce que je veux réaliser. Mais chaque mois, vous allez faire un bilan, vous allez vous questionner, vous allez réfléchir comment je vais m'adapter, comment je vais faire face à tel changement. Il y a eu le Covid, il y a l'État qui a pris telle décision. Comment je vais m'adapter pour finalement atteindre les objectifs? Globalement, c'est ça. Si je dois être dans un monde différent que celui dans lequel on est actuellement. Alors, d'autres des pratiques agiles que je souhaiterais aussi partager avec vous, je n'en citerai pas toutes parce qu'elles sont nombreuses, mais les plus centrales, donc il y a la méthode Lean qui qui sous-entend le juste nécessaire, le juste à temps, globalement. Donc, on a vu, hein, c'est dans les années 90 que ça a été théorisé et globalement, c'est une pratique dont l'objectif, c'est d'optimiser la chaîne de valeur en réduisant les gaspillages. Et on a 5 fondements qui sont de l'identification de la valeur du produit. Ensuite, il y a la modélisation de la chaîne de valeur pour voir concrètement où est-ce qu'on se situe dans les process de l'entreprise. Donc, la modélisation de la chaîne de valeur va permettre d'identifier évidemment des gaspillages pour les écarter. Donc, j'ai listé les 7 gaspillages qu'on appelle aussi MUDA euh, que vous pourrez lire. Je ne développerai pas ces aspects-là aujourd'hui. Donc, après la modélisation de la chaîne de valeur, on va créer un flux continu qui soit régulier et qui permette des livraisons de façon constante. Le 4e fondement, c'est le fait de collaborer, de travailler en équipe. Et enfin, c'est de s'améliorer en continu. Donc, globalement, la pratique Lean, ce sont voilà, ces différents fondements avec ces piliers que sont le Kaizen, qui fait aussi l'amélioration continue, et bien sûr, le respect des individus. La deuxième pratique, deuxième outil agile, c'est le Kanban. Alors, c'est une approche Lean qui tient compte de la demande pour identifier le flux de travail à produire. Donc, il se présente en fait sous forme de tableau où on a d'une part les éléments à faire, les éléments en cours et les éléments à réaliser. On l'utilise aussi dans d'autres pratiques agiles ou même dans des métiers comme le marketing. La troisième, du coup, pratique que je souhaiterais partager, c'est le design thinking. On entend beaucoup ce mot quand on veut se lancer en entrepreneuriat, hein. C'est une pratique, on va dire, très, très ancienne, qui a pour rôle, en fait, de définir le problème à résoudre et de proposer derrière des solutions qui devront être à la fois désirables, viables et techniquement réalisables. En soi, c'est qu'on va, dans un premier temps, s'immerger dans une sorte d'empathie pour mieux comprendre les émotions et les sentiments de nos clients. Ensuite, on va définir l'idée pour mieux la cadrer, d'accord? Donc, tous les éléments qu'on aura récoltés lorsqu'on fera cette immersion vont permettre de définir cette idée-là. Ensuite, on va collaborer ensemble, donc réfléchir ensemble en équipe pluridisciplinaire pour permettre à chacun de s'exprimer hein, au travers des ateliers, par exemple. On va aussi faire des prototypes pour concrétiser les éléments en amont. Et puis, enfin, on va également réaliser des tests avec pour but de s'améliorer. Le design thinking se base en fait sur l'humain, l'expérimentation et l'intelligence collective. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous êtes toujours attentifs. Je vais du coup terminer donc, ce panorama. D'accord, super. Donc, je vais terminer ce panorama de pratiques agiles sur l'Empathie Map ou la carte d'empathie, en fait, qui est un outil hein, qui est utilisé pour voilà, créer un persona.
Donc, on va sortir et essayer de comprendre les besoins des clients. Qu'est-ce qu'ils voient? On va se poser la question de ce qu'ils voient, ce qu'ils font concrètement, ce qu'ils entendent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. On va se mettre à la place de ces clients, mais on va également physiquement sortir pour leur poser des questions. L'erreur à éviter, justement, c'est de ne pas se mettre dans sa chambre et de faire s'utiliser ces cas d'empathie et puis s'imaginer des scénarios qui, en réalité, ne sont pas en phase avec les réels besoins des personnes sur le terrain. Donc, quand vous utiliserez ces éléments ou ces pratiques agiles, n'hésitez pas à faire preuve de collaboration, parce que l'agilité, c'est la collaboration dans un premier temps. J'ai mis ce petit arbre pour vous montrer les ramifications qu'on peut avoir de l'agilité. Il y en a plusieurs, je ne les développerai pas toutes, pardon, mais voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une carte de train ou de métro ou ce que je pouvais imaginer, mais en soi, ce sont des différentes, quand j'appelle les différents cadres de travail des pratiques agiles. Donc, vous voyez, hein, quand je parlais de ramifications, au-delà des ramifications, ce sont comme des plats de spaghettis dans lesquels on ne se perd pas, d'accord? On peut lire des éléments, on peut percevoir des notions, on peut identifier des pratiques. C'est une carte qui a été faite par Christopher Webb, qui est un consultant, hein, un grand consultant. Vous pourrez aussi voir cette carte qu'il a faite et comment elle évolue. Il y a plusieurs versions. Pour vous dire que l'agilité, ce sont des pratiques évolutives, ce sont des cadres de travail qui, sans cesse, s'améliorent. On a parlé de Lean, et donc l'agilité va mettre en œuvre, en pratique, ses fondements, en fait. Alors, quelques chiffres hein, sur l'agilité. Donc, on a eu en fait une étude qui est réalisée par le State of Agile qui, chaque année, fait sortir un rapport. Et dans ce rapport, en fait, elle va questionner des décideurs en entreprise pour savoir quelles pratiques agiles elles vont utiliser. Donc, ces échantillons, en fait, ont été d'entreprises sont basés sur dans tout le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis. En tout cas, ils ont essayé de parcourir tout le monde entier pour demander quelles étaient les pratiques agiles qu'elles utilisaient. Et 58% de ces entreprises, donc en fait, elles ont à peu près auditionné 44 000 et 5 000 entreprises, hein, c'est pour donner le nombre. Et 58% de ces entreprises utilisent la méthode Scrum. D'accord? Le reste des autres méthodes sont utilisées. C'est des combinaisons parfois de méthodes. Par exemple, le Scrum Burn, c'est la combinaison de Scrum et de Kanban qu'on a vu tout à l'heure avec le tableau où il y a des actions à faire, des actions en cours et des actions qui sont terminées. Donc voilà. Et j'ai rajouté en fait un focus sur l'Afrique globalement. Donc, cette même institution, State of Agile Africa, donc, a réalisé cette étude en Afrique et on s'est rendu compte que finalement, c'est Scrum qui a 72% des entreprises qui ont été interviewées, donc il y aura à peu près 169 entreprises, donc 147 en 2020 et 169 en 2021, qui estiment utiliser Scrum au sein de leurs équipes. Ben, d'où la nécessité de parler et de focaliser sur la méthode Scrum. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, j'ai eu un petit bug. Alors, globalement, c'est quoi Oui, on Scrum? voit toujours ton écran. Très bien. Donc, Scrum, c'est un cadre de travail qui aide les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes. On parle de cadre de travail, on parle d'équipe, on parle de valeur et on parle de problèmes complexes.
Scrum va s'appuyer sur 3 piliers. Donc, ces 3 piliers que sont la transparence. Concrètement, ça sous-entend quoi la transparence? La transparence va être on va dire, ce pilier qui va permettre à toutes les personnes qui vont intervenir dans le processus agile ou dans le cadre de travail de percevoir le produit en soi. C'est-à-dire que ce qu'on veut mettre en place à terme, Scrum va permettre de faire en sorte que ce produit soit perceptible, qu'on ait des versions qui soient palpables et testables. Le deuxième pilier qui est important et qu'il faut noter, c'est l'inspection. Scrum va aussi permettre, dans le cadre, du coup, le fait que la transparence soit de mise, va mettre en place des moyens de contrôle de ce produit en question, de bout en bout. On réalise une première livraison, on va faire une inspection pour voir des éléments à contrôler, des éléments à corriger, des éléments qui peuvent être améliorés, et on va mener à bien, ou en tout cas mener les actions qui soient les plus adaptées possibles. Ensuite, le troisième pilier, il y a l'adaptation. Donc, on a parlé d'adaptation au changement, et ça fait partie justement de ces piliers de Scrum. Les 2 fondements sur lesquels Scrum va s'appuyer, c'est l'empirisme et le Lean. L'empirisme va être, on va dire, cette notion qui va permettre à ce que les changements vont dépendre des événements qui ont été vécus dans le passé. Donc, c'est ça la base, le fondement de l'empirisme. Donc, toutes les décisions qui seront prises, en fait, vont dépendre de l'expérience qu'il y a eu dans le passé. Et le lean thinking, c'est de réduire le gaspillage dans notre façon de faire. On se focalise uniquement sur l'essentiel. Scrum, c'est également 5 valeurs, donc l'ouverture, le respect, rester focus sur l'objectif, faire preuve de courage, et c'est de l'engagement. Alors maintenant, on va présenter, donc, aussi bien qu'on avait dans un premier temps présenté la business analyse avec celui qui l'incarne, on a présenté Scrum, on va voir aussi qui fait partie de l'équipe Scrum. Donc, on a 3 petits bonhommes dans l'équipe, 3 groupes de personnes dans l'équipe Scrum. On a le Product Owner. Le Product Owner va être cette personne qui va développer et communiquer explicitement sur l'objectif du produit. Il va communiquer également clairement sur ce qu'on appelle le Product Backlog, les éléments du Product Backlog. Donc, tous ces aspects-là, on le définira par la suite. Ordonner également les éléments du Product Backlog et s'assurer que le Product Backlog soit transparent, visible et compréhensible. Et ça nous fait penser justement à l'un des piliers de Scrum, qui est la transparence. Donc, le Product Backlog, comme je disais, on va le définir par la suite, mais en fait, on va dire, c'est la liste de tous les besoins ou les exigences que vont avoir les utilisateurs. Donc, le Product Owner va être cette personne, ce n'est pas un comité, c'est une personne qui va être le garant du Product Backlog et qui va communiquer sur ces éléments qui constituent le Product Backlog. Le deuxième individu au sein de la Scrum Team, c'est le Scrum Master. Le Scrum Master va être ce coach qui va être le garant de l'exécution de la méthode Scrum, en réalité. Donc voilà, ses responsabilités sont plurielles. Il va coacher l'équipe, il va faire en sorte de supprimer tous les obstacles qui sont liés à la progression de la Scrum Team. Il va s'assurer que tous les événements de Scrum ont lieu. Et ces événements-là, on va les définir par la suite. Et enfin, on a l'équipe de développement, donc qui est constituée de développeurs, de personnes de l'IT, qui vont créer ce qu'on appelle un sprint backlog et qui vont inculquer la notion de qualité dans ce qu'on va appeler
la definition of done. Donc, la definition of done, c'est quoi? C'est les exigences que le produit va avoir vis-à-vis de ce que le client va mettre en avant. Je m'explique. Si le client, on a dit tout à l'heure qu'un besoin peut être, je veux atténuer ma soif, et l'exigence va être, je veux boire de l'eau gazeuse. Une fois qu'on met à disposition cette eau gazeuse à ce métier ou à cette personne qui a émis cette exigence, c'est lui qui va estimer s'il est satisfait ou pas de cette eau gazeuse. Après, s'il veut une boisson gazeuse sucrée, ça sera à lui aussi de le dire. Il peut le dire. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Donc, c'est ce qu'on appelle le definition of done, c'est la définition de fini. Donc, quand le travail est terminé, ça veut dire qu'il a rempli tous les critères de qualité et que le client est satisfait, il estime effectivement qu'on a répondu à son besoin. À ce moment-là, on peut parler d'un travail fini ou d'un besoin qui est rempli. Donc, c'est ça qu'on regroupe dans le definition of done. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, donc, le Ça Scrum va. super. Donc, le Scrum Framework, donc c'est le cadre de travail, hein, visuellement, il va partir de l'idée, et le Product Owner va, au travers des ateliers qu'il va organiser avec des parties prenantes, récupérer ce qu'on appelle les user stories ou des récits utilisateurs. Donc, une user story, c'est quoi? C'est un besoin qui est transmis, en fait, avec une terminologie précise qui est en tant que, on identifie la personne en soi, et cette personne va émettre un souhait. Donc, c'est une phrase qui va se décliner de cette façon. En tant qu'utilisateur ou en tant que coureur, je souhaite atténuer ma soif. Et le product owner va récupérer tous ces user stories, sûr, qui va regrouper en fait dans le product backlog. Donc, le product backlog, c'est ni plus ni moins une liste ordonnée de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Donc, il y aura plusieurs user stories que vont émettre les utilisateurs et l'intégralité de ces user stories va être organisée dans ce qu'on appelle le product backlog. Une question, et comment Mhm. sont organisés en fait le product backlog? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières ou comment ça se passe? Alors, le product backlog, en fait, il y a une réunion, on va dire, qui va se faire. Donc, chacun va parler ou partager ses besoins et énumérer ses user stories. Et puisque ça se fait dans un environnement collaboratif, on va regarder comment chaque user story peut apporter de la valeur au produit qu'on va mettre en œuvre. Et l'organisation de ces user stories peut se faire par une discussion. Chaque utilisateur va dire en réalité, moi j'accorde une note de 10 à cette user story parce que je sais que cette user story va apporter de la valeur à l'entreprise. L'autre va dire, mais en fait, je pense que non, finalement, moi j'accorde une note de 2. Pourquoi? En réalité, parce que cette user story, je ne crois pas, parce que voici tel élément que je ne trouve pas pertinent à la contribution de la valeur du produit. Donc, l'estimation ou la répartition d'une user story dans le product backlog se fait de façon collaborative et chaque user story peut se voir accorder une note par l'équipe, bien sûr, les utilisateurs qui vont discuter entre eux et avec, bien sûr, le product owner qui va les aider dans cet échange. Est-ce que ça répond à ta question? Je crois que c'est Nadège qui avait posé la Oui, question. c'est moi qui ai posé la question, ça répond, mais je voulais ajouter généralement, en tout cas pour ma petite expérience, on utilise la méthode MUST-CO pour pouvoir prioriser les user stories. Donc le MUST, c'est obligatoirement ce qui doit être fait en priorité. Le should, c'est ce qui devrait être fait, et puis le
cool, c'est ce qui pourra être fait. Et donc, une fois qu'on a cette priorisation, on commence par le lot 1, les must, et puis après, on pourra rediscuter encore pour repositionner les autres user stories. Tout à fait. Et une autre Effectivement. question. Mhm. Oh, ah, si tu veux rajouter, vas-y, parce qu'il y a une autre question dans le chat. Non, non, j'allais dire, effectivement, c'est une méthode qui peut être utilisée pour classer effectivement les user stories. Je suis tout Ok, à fait d'accord. d'accord. Et à Sename qui a une question, il demande c'est quoi la différence entre Agile, Kanban et Scrum? Agile, Kanban et Scrum. Oui, c'est quoi Alors, la Agile, différence entre ces trois termes? c'est 2 termes ou c'est 3 termes? Parce que Agile, Kanban et Scrum. Alors, Agile, Kanban et Scrum, c'est ça qu'il a dit? Si je Oui, c'est comprends ça. bien? Oui. D'accord. Ben, en fait, agile, comme on a dit, hein, c'est un état d'esprit. Donc, quand on parle d'agilité, on parle d'un état d'esprit, on parle d'une façon de faire, on parle de plusieurs valeurs. D'accord? Kanban, c'est une pratique agile. D'accord? C'est un cadre de travail qui fait partie de l'agilité. Et Scrum, c'est un autre cadre de travail également qui fait partie de l'agilité. Donc, Kanban et Scrum sont comme des outils qui font partie d'un environnement qui est l'agilité. Donc, c'est ça la différence. Agile, Kanban et Scrum. Agile, Ok, ça. OK. Est-ce que c'est clair du coup? oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Non, mais je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je poursuis? OK. Alors, donc, j'en étais au Project Backlog qu'on a défini tout à l'heure. Euh, Ensuite, dans la continuité hein, de notre histoire de Scrum, on a ce qu'on appelle le planning meeting, où on va l'appeler également ouais, le planning meeting, globalement. Il va être en fait cet élément dans Scrum qui va représenter le travail effectué. Donc, on va se poser la question de savoir à ce moment-là pourquoi on va faire un sprint. Donc, on va définir, j'ai mis la définition exprès du sprint avant. Donc, pourquoi on va faire ce sprint? Qu'est-ce qu'on peut réaliser dans ce sprint? Et comment on va réaliser ce sprint? Donc, c'est tout à fait un planning, hein, globalement, où on va lister concrètement pourquoi on fait ce sprint et qu'est-ce qu'on va réaliser et quel est le flux de travail à réaliser dans ce sprint. Alors, voici globalement ce que c'est qu'un sprint, hein. Euh, on va dire, c'est des étapes dans le cadre de Scrum. Et avant d'en arriver du coup au sprint, on a ce qu'on appelle le sprint backlog, où, ce que je vous disais, hein, on va définir le pourquoi de ce sprint, lister l'ensemble des éléments du product backlog, et puis mener, on va dire concrètement, dresser un plan d'action pour la réalisation des incréments. Donc, globalement, le sprint, il se fait dans un temps qui part entre généralement un mois ou moins d'un mois, d'accord? Et dans ce sprint, il y a ce qu'on appelle des daily meetings. Donc, ce que vous voyez en haut là. Donc, les daily meetings, ce sont des réunions qui vont se faire quotidiennement, des réunions de 15 minutes, où on va utiliser, par exemple, le Kanban pour dire concrètement où est-ce qu'on en est dans le flux de notre travail. Qu'est-ce qu'on a réalisé hier? D'abord, quelle est l'intégralité des choses qu'on a réalisées? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qui est en cours? Et qu'est-ce qui est à venir? On va faire cette planification-là et d'en discuter lors des daily meetings. D'accord? Donc, le sprint, en gros, ce sont des événements qui ont des durées fixes, comme je disais, 2 mois ou 2, selon la cohérence du projet. Et à chaque, du coup, nouveau sprint va débuter immédiatement la fin d'un sprint précédent. Et dans ce sprint, on retrouve évidemment l'équipe de développement
donc notamment au travers du daily meeting, qui vont discuter, qui vont se challenger. On a aussi la présence du product owner et la présence du scrum master. Donc, ce sont des réunions en soi où on a des éléments à développer, où on récupère du product backlog des éléments qui doivent être mis en œuvre et on en discute et on y travaille et derrière, on en fait une livraison. Donc, voilà un peu résumé le cadre de travail de Scrum avec à l'intérieur, c'est la Scrum Team hein, qui sont c'est l'équipe Scrum, le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On a défini qui est notre business analyst, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apporte à l'entreprise. Ensuite, on vient de voir ce que c'est que Scrum. Et en fait, j'ai indiqué Scrum, mais je parle aussi des pratiques agiles d'ordre général, parce que l'objectif de cette présentation, ce n'est pas de parler que de Scrum, d'accord? On a focalisé sur Scrum, comme vous avez pu voir, parce que c'est la pratique la plus utilisée au niveau mondial, mais également en Afrique. Donc, j'ai représenté Scrum là pour parler des pratiques agiles d'ordre général. Donc, on a parlé du business analyst et on a parlé des pratiques agiles. Mais il y a quelque chose qu'ils ont en commun. Et là, je vais me tourner vers vous pour que vous puissiez me dire, avec ce qui a été partagé depuis lors, depuis quelques minutes, hein, qu'est-ce qu'il y a comme lien en fait entre ces deux groupes d'entités ou de personnes, les business analysts et les pratiques agiles, qui peut me donner des éléments de réponse. N'hésitez pas à répondre, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et à chaque réponse, il y aura certainement un petit commentaire, si ça peut vous motiver. Et je veux m'assurer aussi que vous continuez de me suivre. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Merci Kevin pour déjà ta présentation. Alors, pour répondre à ta question, moi, je comprends que déjà, tu as décrit un peu l'agilité, donc au sens large. Et à l'intérieur de ce mindset-là, tu nous as présenté, on va dire, les outils nécessaires à mettre en application pour être, on va dire, agile, entre guillemets. Et donc, pour moi, le business analyst, parce que lorsque tu présentais l'outil Scrum, il n'y avait pas forcément un business analyst dans les populations qui interviennent. Et donc, pour moi, en fait, le business analyst, on va dire, c'est quelqu'un qui se mettra en amont en fait, de tout ça, qui a un peu de la hauteur sur tout ça, et donc qui fait un peu le lien entre le PO, entre le Scrum. En fait, si je veux comparer logiciel, enfin, framework, en framework, par exemple, quand on parle de chef de projet dans le dur, tout ce qui est PMP, on parle de chef de projet, PMO, donc la population change. Donc, si on veut translater ça sur l'agilité, c'est que le business analyst, c'est un peu celui qui a, entre guillemets, en fait, le rôle du chef de projet. Je ne sais pas si je me suis gouré. Donc, il fait le lien, en fait, entre tout ça. Non, pas du tout. D'accord. C'est très important et très bien ce que tu dis. Effectivement, on peut se dire que le business analyst, fait le lien entre ces différentes frameworks, effectivement, pour son rôle, pour les compétences qu'il va apporter. Donc, effectivement, je suis en partie effectivement d'accord avec toi. Sauf que en réalité, le business analyst, tu sais, il ne peut pas prendre une posture. C'est vrai qu'il faut. Tu as utilisé des termes importants, mais pour certains qui sont des puristes, ils vont te dire en réalité, le business analyst, ce n'est pas un chef projet, tu vois. Dans certaines régions dans le monde, en France, ou même en Afrique et même parfois en Suisse, les responsabilités du business analyst,
vont incomber au chef projet. C'est-à-dire que le chef projet qui va parfois, abusivement, bien que ce ne soit pas son rôle, aller challenger le métier, aller récupérer des informations pour les cantonner dans le dossier d'exigence. Mais en réalité, ce n'est pas son réel rôle. Donc, il est important en fait de faire la nuance entre le chef projet, le business analyst. Ça, c'est la première chose. Et je suis d'accord avec toi, hein, le business analyst peut se fondre dans la masse de pratiques agiles pour apporter ses compétences. Et la question centrale, et ce pourquoi j'attends aussi votre retour, c'est que vous me dites quel lien, en fait, c'est un seul mot hein, que je cherche. Quel lien il y a? C'est un mot dont je vous ai parlé au début de notre présentation. Donc, quel lien il y a entre les pratiques agiles de façon générale et le business analyst? Donc, déjà, merci beaucoup, hein, Aristide, pour ton intervention. C'est très, très intéressant. Bon, je me jette à l'eau. Je dirais que Allô? c'est... Ah, ok. Allô? Non, Allô, non, c'est vas-y. bon, tu peux y aller. Non, vas-y, je te laisse la parole. Moi, j'ai déjà participé assez, donc vas-y. Ok, il y a un mot qui me vient à l'esprit là. C'est un rôle transversal. D'accord, ok, super, merci. Effectivement, le business analyst, c'est un peu ce que Aristide disait. Il a un rôle transversal, on va le voir. Hein, je crois que vous êtes bien documenté, mais ce n'est pas exactement le mot que je cherche. Donc, je vais Je, laisser peut-être je, Nadège ouais, tenter je, sa chance. je Mais pense qu'il merci s'agit de beaucoup, hein, la valeur. Nam. Exactement. Eh ben, D'accord. le lien exactement qu'il y aura entre le business analyst et les pratiques agiles, c'est la valeur, la recherche de la valeur. Vous avez vu, on parle à chaque fois de création de valeur, on dit à chaque fois apporter de la valeur aux utilisateurs, apporter de la valeur à l'entreprise. Et le rôle du business analyst, c'est quoi? C'est en réalité d'apporter de la valeur pour l'entreprise et pour l'utilisateur au travers de sa vue 360 degrés, au travers de ses compétences analytiques, au travers de sa sensibilité. Euh, Je il y vois, a, ouais, oui, il y a Stéphane. Stéphane voilà, qui a levé la main. Ouais, bonsoir à tous et puis désolé pour mon retard, hein, je viens de le prendre en cours, c'est dommage. Ben, ma question, j'ai plutôt une question, hein. Je ne sais pas si elle a été déjà Je t'en prie. répondue ou pas. C'était de savoir est-ce que un business analyst peut être à la fois un product owner dans un projet quelconque ou est-ce que les deux peuvent cohabiter? Si oui, quelle sera la différence, le rôle de chaque partie dans un projet concret? Je ne sais pas si ça a été déjà répondu vu que je viens de prendre le truc en cours. Alors, merci beaucoup, Stéphane, pour ta question. Et ben, ça fait la transition, en fait, justement, sur le prochain point. Ah, ok. Donc, j'avais simplement voulu, hein, avant d'en parler, mettre l'accent sur ce mot valeur. Donc, on retient ça, en réalité. Si vous devez être questionné à l'extérieur sur ben, comment le business analyst ou quel est le lien qu'a le business analyst dans une approche agile, eh ben, c'est de la valeur. Et bien, puisque on est focalisé sur la valeur, ça veut dire qu'on peut collaborer ensemble. Et toutes vos interventions, toutes vos questions euh, font le lien en fait avec ces aspects-là. Donc, on va rentrer bien maintenant, pardon, dans ce que c'est ou donc comment concrètement le business analyst peut agir dans un cadre du projet. Alors, premièrement, le business analyst peut se positionner en tant que product owner. Je ne suis pas en train de dire que le business analyst va prendre la place du product owner. C'est-à-dire qu'il peut exécuter les tâches ou les responsabilités qu'auront le product owner. Le cadre de travail Scrum ne prévoit pas de business analyst dans sa structure. Donc, on part de ce postulat-là, on ne peut pas venir
s'imposer au rôle du product owner. Alors, donc, le business analyst, en tant que product owner, va l'épauler dans ses actions au quotidien. C'est-à-dire que le product owner, il reste l'élément central et responsable du product backlog. C'est lui qui va le tenir. D'accord? Qui va être garant de toutes les user stories ou les récits utilisateurs. En d'autres termes, tous les besoins que formuleront le métier. Le business analyst va être à ses côtés pour l'aider dans cette mission, ou parfois, lorsqu'il n'est pas en mesure de le faire, pour une raison ou une autre, va exécuter ces actions-là. En plus de cela, il va, à cause ou du fait de sa vue 360 degrés, va mieux comprendre les enjeux de l'entreprise. Il va mieux comprendre les enjeux de l'entreprise parce que, vous savez, il fait le lien entre les équipes techniques, entre les équipes du comité de direction et puis les équipes opérationnelles. Donc, ce faisant, il a une vue globale de l'entreprise, tant sur la stratégie de l'entreprise portée par les dirigeants que sur les réalités du métier. Ce que n'a pas forcément le product owner. Donc, le business analyst, en apportant son aide au product owner, va venir donner beaucoup plus de sens aux user stories, va venir beaucoup plus les expliquer et il va s'assurer, comme c'est écrit, que les user stories entrent en ligne de compte de la stratégie de l'entreprise. Donc, ça répond en partie à une des questions qui a été posée. On ne va pas se limiter à ça. C'est que le business analyst, en plus, il peut être parmi les équipes de développement. Je ne l'ai pas dit plus haut, mais comment dire, il faut faire la distinction entre un business analyst métier et un business analyst IT. Donc, il va avoir relativement les mêmes qualités, mais avec des expertises différentes. Donc, le business analyst métier, il va comprendre le métier, comprendre le secteur dans lequel il évolue. Le business analyst IT, il va se concentrer sur généralement les tests unitaires, les tests de régression, la recette, il va la décliner de bout en bout. Et il va aider l'équipe de développement à concrètement focaliser sur des points qui sont les points les plus centraux possibles. Quand on va identifier le sprint backlog, le business analyst va mettre l'accent sur la définition donc, des tests. Alors, je fais apparaître la définition des tests qui sont associés aux phases du projet. Il va raffiner les exigences du product owner. Donc, quand on parle de raffinement, on parle d'ajustement, on parle d'amélioration en termes de qualité. Il ne va pas venir changer. Je ne suis pas en train de dire qu'il va changer quoi que ce soit. Raffiner quelque chose, ce n'est pas changer. C'est apporter un plus. Et enfin, il va chercher à optimiser la valeur en tendant vers la solution la plus simple à réaliser. Donc, voilà ce que le business analyst peut être ou peut avoir comme responsabilité dans une équipe de développement. En plus d'une équipe de développement, le business analyst peut, avec des points, un point d'attention que dont je vais parler tout à l'heure, il peut épauler le Scrum Master. Par sa connaissance, je veux dire 360 degrés toujours, il peut connaître le produit et le marché pour l'aider à accompagner toute l'équipe de la Scrum Team. Donc, on a dit, le Scrum Master, c'est le garant de la méthodologie Scrum. Étant le garant de la méthodologie Scrum, le business analyst, dans ses responsabilités, on ne retrouve pas Scrum. Donc, c'est pour ça que le business analyst, en réalité, il ne peut pas prendre le rôle du Scrum Master. Il peut l'épauler, le guider, mais en soi, en tout cas, je prends position là, c'est à titre personnel, il ne peut pas se permettre d'avoir des responsabilités qu'ont le Scrum Master. Alors,
J'ai souhaité, alors déjà, est-ce que vous avez des questions avant de passer à la slide suivante? Est-ce que vous avez des questions? On voit là, hein, globalement, que le business analyst peut se positionner sur toutes les phases de la vie d'un projet agile. Donc, je sais que c'est Aristide qui parlait de ça. Il va se positionner en amont du projet depuis l'étude d'opportunité. Donc, c'est la petite ampoule qui est là pour identifier l'idée du projet, le besoin du projet. Il va accompagner le product owner dans ses missions. Il va accompagner l'équipe de développement dans les tests en les optimisant, en les choisissant. Il va aussi suivre, on va dire, de loin, hein, les activités du Scrum Master. Donc, il a plusieurs rôles au sein on va dire, d'un projet agile. Voilà globalement ce qu'on peut retenir pour le moment du rôle que peut jouer un business analyst au sein d'une approche agile. Il y en a plusieurs. Comme je vous dis, je vous répète, l'idée, ça a été de prendre un exemple dans un projet Scrum et de montrer comment le business analyst peut agir. Est-ce que c'est clair pour vous? Si vous ne pouvez pas activer votre micro, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ne les vois pas les commentaires malheureusement, mais Nadège me dira Oui, si tout est clair pour il n'y vous a pas de jusque-là. commentaire pour le moment. Dès qu'il y a, je te partage ça. Ok, Et si vous parfait. voulez interagir maintenant aussi, n'hésitez pas. Je pense qu'on est dans le cœur du sujet là, donc c'est le moment de poser les questions. Ok, parfait. Donc Stéphane, c'est plutôt un pouce. Merci. Alors, donc, plus concrètement, j'ai souhaité partager avec vous une expérience d'une intervention au sein d'un projet agile. Pour des raisons de confidentialité, évidemment, je ne dirai pas le nom de l'entreprise, je ne donnerai pas certaines informations, mais l'objectif ici, c'est vraiment de vous partager quelque chose de vécu, hein. Ce n'est pas une science, ce n'est pas une prescription, mais c'est du réel. J'ai mis les grandes lignes du projet. Globalement, c'était dans le cadre d'un projet de digitalisation de la souscription d'un contrat. Et l'entreprise, en fait, voulait mettre à disposition un formulaire en ligne. Donc, un formulaire qui permettrait à des adhérents ou des prospects de pouvoir souscrire à un contrat. Facile, hein, c'est le classique. Et l'un des besoins, ou en tout cas les deux besoins principaux, il y en a eu plusieurs, ont été, le premier, c'était en tant que souscripteur, je souhaite pouvoir enregistrer la totalité d'une adhésion à un contrat prévoyance en ligne. Je répète, en tant que souscripteur, je souhaite pouvoir enregistrer la totalité d'une adhésion, une adhésion à un contrat prévoyance en ligne. Et ce besoin métier, évidemment, il a été décliné en plusieurs exigences métiers. Si je me rappelle, il y avait une dizaine d'exigences métiers qui sont déclinées. Parce que quand on dit que je souhaite pouvoir enregistrer la totalité d'une adhésion à un contrat prévoyance, ça sous-entend que via un lien qui sera généré ou via ma saisie, je ne veux pas ou je ne souhaite pas qu'on puisse me demander des pièces complémentaires. Donc, je dois pouvoir télécharger des pièces complémentaires qu'on va me donner. Et le téléchargement de ces pièces complémentaires demande des règles métiers à respecter, donc les règles techniques à respecter. La taille du fichier à télécharger, si le nombre de fichiers à télécharger, tout un ensemble de choses. Donc, pour vous dire à quel point, par un besoin, on peut derrière décliner des exigences. Je parle de besoin, mais bon, c'était dans un projet agile, donc on va parler de user story, d'accord? Il est formulé de cette façon. La deuxième user story, c'était en tant que souscripteur, je souhaite saisir la date d'effet de mon contrat santé-prévoyance. C'était la possibilité simplement de pouvoir dire, je saisis aujourd'hui 26 avril, mais je souhaite que mon contrat commence à courir à partir de la fin du mois ou à partir du mois de juin. Donc, les systèmes d'information doivent être performants pour pouvoir mettre en attente toutes les saisies
et déclencher les garanties. Donc, on est dans le cadre d'une société, vous avez compris, une société d'assurance, déclencher les garanties à un moment précis. Eh bien, l'intervention était assez particulière. Pourquoi? Parce que déjà, je n'avais pas beaucoup d'expérience pratique dans les méthodes agiles. C'était des expériences théoriques. Je maîtrisais bien ce que c'est qu'un projet agile, ce que c'est que Scrum et tout ça, à l'école, le classique. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Déjà, il y a le fait que les équipes ne voient pas l'intérêt d'un business analyst dans un projet. C'est un. Et encore, dans un projet agile où on ne prévoit même pas des business analysts. Donc, qu'est-ce que le business analyst va faire là? Donc, vous imaginez un peu l'environnement sur c'est quoi ton rôle en réalité. Donc, il n'y avait pas de product owner. Hein. C'était un projet qui était mené assez rapidement. Il faut que je le précise, parce qu'il fallait voilà, répondre à des appels d'offres et tout ça. Donc, je me suis trouvé voilà, dans une difficulté où il y avait une reconnaissance de de mon positionnement, pas de ma personne, hein, mais du rôle que je pouvais jouer. Mais évidemment, j'ai dû mettre en avant cette capacité à pouvoir recueillir du coup les besoins des utilisateurs. Et le seul interlocuteur, en tout cas, que j'avais, c'était un responsable terrain qui allait auprès des potentiels souscripteurs dans des prospects pour identifier leurs besoins, qui me les remontaient, et moi, derrière, je rédigeais des user stories et tout ça. Et comme j'avais évolué dans un mode projet un peu classique, eh ben, je me focalisais sur la rédaction, sur les éléments. Je participais même pas au Daily Scrum. On avait notre instance de projet où on avait des représentants des équipes de développement qui venaient nous dire, bon, en fait, on a avancé sur tel ou tel élément. Donc, c'était à ces moments-là que je récupérais en réalité des informations. Et voilà, je voulais remonter justement, c'est la difficulté qu'on peut avoir quand on est business analyst ou autre, quand on intervient dans un projet agile. On fait face en fait à à de, on va dire à des blocages de ce type qui sont de la reconnaissance du rôle qu'on peut jouer. Et dans la conclusion, je donnerai vous savez, des propositions, euh, des bonnes pratiques, d'accord? Que je peux mettre en avant aujourd'hui sur la base, bien sûr, de ce que j'ai pu vivre. Donc, on a parlé d'empirisme, que le Scrum est agile. L'agilité se base sur l'empirisme. Donc, sur la base de ce que j'ai vécu, je peux aujourd'hui dire, en fait, un business analyst peut agir au sein d'une entreprise, au sein d'un projet agile, de telle façon. Et la preuve, au final, eh bien, le bulletin d'adhésion, en fait, effectivement, il a été mis en ligne avec toutes les contraintes que ça a pu avoir. On a collaboré ensemble, on s'est entendu, on a remis sur la table le rôle que chacun pouvait jouer et finalement, le projet a abouti. Voilà, heureusement d'ailleurs, au bien, du coup, au bien de l'entreprise, parce qu'on recherche toujours de la valeur et de l'intérêt pour l'entreprise. Donc, en vous partageant ce retour d'expérience, je voulais juste mettre en avant le fait que tout n'est pas rose dans le cas d'un projet agile en tant que business analyst. Vous ferez face à des blocages humains, blocages méthodologiques, blocages dans la compréhension même des sujets, mais ça ne sous-entend pas que votre rôle est exclu du projet agile. Il ne s'agit pas de faire du forcing. Il s'agit, grâce à vos compétences, de vous intégrer, de faciliter la communication et d'aider. Parce que Scrum ne vous prévoit pas dans son cadre de travail. Donc, comme Scrum ne vous prévoit pas, eh ben, il faut faire attention, non pas comme être un cheveu sous la soupe, non, mais pour venir apporter main forte et pour venir apporter vraiment ses compétences analytiques et humaines dans le cadre d'un projet agile. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans des solutions que j'ai pu mettre en place, mais j'en parlerai dans la conclusion. Donc
voilà ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est le Oui, moment. Ah, allez, je on t'en a prie. des questions. Donc, dans Oui. le chat, première question de Koku. Dans certaines DSI, on parle de business analyst comme étant un chef d'orchestre. Est-ce que ce n'est pas dû au souci permanent de le différencier d'un project manager? Première question. Alors, effectivement, on le considère comme tel, mais en fait, c'est pas en réalité le chef d'orchestre, ça va être le chef projet, le project manager en réalité. La DSI le considère comme un chef d'orchestre, à mon sens, parce que, comme je disais, la plupart du temps, les actions que vont mener le business analyst, je ne dirais pas toutes les actions, mais certaines actions que vont mener le business analyst vont être faites par le chef projet. Parce que certaines entreprises ne vont pas avoir les moyens de se prendre dans un projet, aussi bien un project manager, un business analyst, un développeur, on va se dire, bon, on prend le chef projet, et puis c'est celui-là qui va faire le boulot. Et on décline derrière ce qu'on attend du chef projet, bien que ce ne soit pas les réelles responsabilités du chef projet. Donc c'est pour ça qu'abusivement, généralement, on va considérer le business analyst comme un chef d'orchestre. Il est le chef d'orchestre dans son sillon, dans son périmètre, parce qu'il va rencontrer plusieurs parties prenantes. Mais dans le cas du projet, c'est le chef projet qui est un chef d'orchestre. Sachant que, pardon, on parle de chef projet, mais il n'y a pas de hiérarchie en soi quand on parle de méthode agile. Mais pour moi, dans le cadre du projet, il ne devrait pas avoir de hiérarchie. Le chef projet n'est pas au-dessus du business analyst. Les deux travaillent de façon collaborative et chacun a son périmètre de travail, j'entends, par le périmètre du projet. Chacun a son périmètre d'intervention et chacun a son rôle. OK. Deuxième question de Samir. Sa question, c'est pourquoi le product owner n'est pas le business analyst, mais pratiquement ils ont la même tâche. Alors, Donc, il aimerait savoir. ouais. C'est clair pour toi? Oui, oui, c'est clair. OK. Alors, déjà, premièrement, je répète que Scrum ne prévoit pas de business analyst dans sa Scrum Team. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que business analyst ou Scrum n'a jamais entendu parler de business analyst. Prenons ça comme ça. D'accord? Deuxième chose, c'est que Scrum a été créé pour développer du produit. Donc, on va donner une responsabilité précise au product owner qui est de récupérer les user stories. Comment? Bonjour, donc responsabilité, c'est la création du product backlog et la priorisation, c'est ça? Bon, c'est le rôle de... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Donc, l'objectif, donc le rôle principal du product owner donc, dans un contexte agile est donc la création de product backlog, la priorisation, c'est ça? Donc, c'est le rôle Exactement. essentiel. Donc, Oui, c'est bon. ça. Est-ce que c'est vous, Samir, qui aviez posé la question? Ah oui, 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 ah, oui, c'est moi que... D'accord. Donc... Et effectivement, le product owner va avoir ce rôle-là. Dans le rôle du product owner, on parle de user story, on parle du product backlog, mais vous voyez, dans le rôle du business analyst, on ne parle pas de product backlog. On parle de documentation, d'exigences métiers et tout ça. Mais ça n'a rien à voir en réalité avec le product backlog, qui sont en réalité des éléments ou de hiérarchie de user story. Donc, on ne peut pas prendre le rôle du business analyst et le mettre au rôle du product owner, mais on peut les faire collaborer ensemble. Quoi qu'il soit aussi constaté que dans certains projets, le business analyst peut avoir certaines responsabilités du product owner. Mais le business analyst va aller au-delà des responsabilités du product owner, pardon. Il va, grâce, comme je disais, à sa vision 360, à sa compréhension de la stratégie de l'entreprise et au fait qu'il collabore avec différents groupes de parties prenantes, va apporter un plus dans le cadre d'un projet Scrum. Oui, d'accord, merci.
Ok. Et dernière question avant la fin, c'est de Linda. La pratique agile dans la gestion de projet ne nécessite-t-elle pas un minimum de maturité au sein de l'entreprise? Alors, c'est une très très bonne question. Ça fera partie de la conclusion, d'ailleurs. Et pour répondre à la question, donc la conclusion, on la fera. Mais effectivement, la pratique agile demande effectivement une certaine maturité dans l'entreprise. Les entreprises historiques, les entreprises familiales, les entreprises industrielles et certaines entreprises qui sont ancrées dans des façons de faire qui marchent depuis plusieurs années, ont moins tendance à mettre en place des pratiques agiles. Donc, il y a une acculturation à faire des pratiques agiles. Il y a une sensibilisation à faire en interne, il y a une sensibilisation à faire aussi au niveau de la direction, parce que c'est la direction qui va attester que on va dire, telle trajectoire est bonne à prendre pour l'entreprise. Donc, effectivement, il y a déjà de base une sensibilisation interne à faire, sans quoi un projet ne peut pas permettre à cette entreprise qui n'a pas envie de fonctionner en agile, le projet ne peut pas permettre à cette entreprise d'évoluer dans le sens qu'elle souhaite en soi. Donc oui, effectivement, il y a un b.a.-ba, c'est de sensibiliser à la pratique agile, c'est de former les collaborateurs aux pratiques agiles, non pas regarder, enfin se limiter qu'à des choses qu'on peut voir en ligne, quoique ce soit intéressant, mais se former réellement, euh, passer soit par des certifications, s'immerger dans d'autres entreprises qui mènent des projets agiles, savoir comment ça se passe concrètement et l'implémenter dans son entreprise. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Non? Bonjour à tous. Oui, oui, bien sûr. Je pense que la réponse est, est cohérente par rapport à ma préoccupation. C'est effectivement, en fait, en réalité, le sentiment que j'ai après avoir suivi, en fait, la présentation. Donc, merci pour ton retour. D'accord, je t'en prie. Ok, du coup, Kevin, il nous reste 3 minutes. Est-ce Ok, qu'on peut passer à oui, la bien sûr. conclusion? Merci. Alors, avant de passer à la conclusion, on va faire ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Alors, on a pu voir hein, le chef de projet, ou en tout cas, pardon, le business analyst, autant pour moi, peut avoir plusieurs rôles dans le cadre d'un projet agile. Et ce qui va être nécessaire, en fait, de mettre en place, hein, c'est de se documenter. Donc, ça revient à la question que Linda a posée il y a quelques minutes, c'est de bien se documenter et de s'informer sur les pratiques agiles. Il y en a plusieurs, que ce soit dans les petites entreprises ou dans les grandes entreprises. On a aujourd'hui le Scale Agile Framework qui est l'agilité à l'échelle. Donc, qu'on soit 1000 personnes dans une entreprise ou 10 000 personnes dans une entreprise, on peut mettre en place des pratiques agiles. Bien sûr, avec des étapes à suivre, évidemment. Le deuxième élément, c'est de bien identifier le périmètre d'intervention. Donc quand on intègre un projet agile en tant que business analyst, on va comprendre concrètement notre périmètre d'intervention. Si on épaule le product owner ou on va au-delà, on intègre une équipe de développement, euh, jusqu'où se limite en réalité notre intervention. Le troisième élément, c'est d'identifier les rôles et responsabilités de chacun. Donc, on va intégrer un projet agile. Il faut qu'on sache concrètement qui fait quoi au sein de cette équipe, comment est organisée l'équipe. Et enfin, c'est de communiquer avec toutes les équipes et les parties prenantes. En réalité, ce sont les responsabilités ou les principales responsabilités que va avoir le business analyst. Et on se pose la question de savoir quel est l'intérêt que le business analyst peut avoir dans un contexte agile. Alors,
l'intégration d'un business analyst dans le contexte agile va permettre d'améliorer la qualité des livrables. Il va permettre aussi de mieux comprendre les besoins des parties prenantes. Donc, il a des compétences analytiques et humaines qui lui font rencontrer différentes personnes, qui lui font intervenir également sur différentes thématiques et problématiques qui lui permettent de mieux comprendre ses besoins des parties prenantes. Il va avoir aussi une collaboration dans le projet, dans le cadre du projet, une collaboration qui soit facilitée entre les équipes grâce à ses soft skills, grâce à sa sympathie. Et enfin, il y aura une gestion plus efficace de la valeur du produit. Donc, on l'a dit, le business analyst a pour rôle de créer de la valeur pour l'entreprise. Donc, voilà globalement, résumé, ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on a pu voir ensemble du rôle que peut avoir un business analyst dans un contexte agile. Il peut avoir plusieurs rôles, plusieurs responsabilités, mais sachez que ce que nous venons de voir est réalisable, il peut être implémenté, et c'est tout l'objectif en fait de cet échange. C'est que demain, en tant que business analyst ou futur business analyst, vous puissiez être en même de le mettre en place dans votre entreprise ou dans une intervention chez un client en tant que prestataire, que vous ne soyez pas dans des façons de forcer les choses, mais vous soyez dans la collaboration comme faisant partie, bien sûr, d'un pilier de l'agilité, vous soyez dans l'échange, dans le partage. Donc, c'est toute la, on va dire, la capacité ou le rôle qu'un business analyst peut avoir dans le cadre d'un projet agile. Donc, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu, surtout, mais que vous ayez compris non seulement le rôle du business analyst, ce que c'est l'agilité et comment les deux peuvent collaborer pour derrière créer de la valeur pour l'entreprise. Merci beaucoup. J'avais une toute Merci. petite surprise pour vous. Je ne sais pas si Nadège, je te laisse me dire à quel moment. D'accord, mais là, on a deux questions encore. Ah Donc, on d'accord, prend les super, ok, deux dernières questions ça et marche. puis on va passer à la surprise. Voilà, mais je vais arrêter l'enregistrement juste après la réponse aux deux questions. D'accord. Ok, donc la question est de Monsieur Assoko. Donc, bonjour Kevin. Pour un parcours professionnel, le business analyst peut envisager quel poste plus tard? Donc, le plan de carrière du business analyst. Alors, plan de carrière du business analyst, ok. Alors, le plan de carrière du business analyst, il va dépendre en fait de vous, concrètement. Alors, il y a des business analysts juniors, donc, concrètement, pour apprendre le métier. Il va évoluer sur un poste de business analyst senior, globalement. Il peut prendre aussi, il va évoluer sur des rôles de chef de projet grâce à ses compétences qu'il aura accumulées en intervenant sur plusieurs projets, en récupérant bien sûr au travers de des ateliers et des échanges avec le métier. Il va développer en fait des compétences qu'il peut valoriser en tant que chef projet, en tant que chef d'orchestre, pour piloter un projet, pour gérer maintenant une partie plutôt en termes de délai du projet, en termes de périmètre du projet et en termes de budget du projet. Donc, c'est un autre environnement que peut embrasser le business analyst. Ok. Ensuite, dernière question de Monsieur Junior Ankou. Comment le business analyst peut-il s'adapter aux changements rapides et fréquents dans un environnement agile en ajustant constamment les exigences et les priorités pour répondre aux besoins changeants des parties prenantes? Alors, c'est une question très, très importante et en fait, le
business analyst a pour rôle, en réalité, de s'adapter au changement. Donc, se poser la question de savoir comment il va le faire, en fait, ça devrait faire partie d'une de ses compétences, en réalité, de s'adapter au changement. Quand vous dites aujourd'hui, en fait, j'avais soif, mais je ne voulais pas boire de l'eau fraîche, mais je voulais boire de l'eau chaude. C'est le quotidien du business analyst. En réalité, quand on est dans un projet, on a des perpétuels changements, que ce soit des utilisateurs qui voulaient quelque chose aujourd'hui et qui veulent plus ou moins le contraire demain, ou qui ont visualisé quelque chose aujourd'hui et qui finalement, avec le temps et avec des aléas externes, les obligent à changer. On fait face concrètement à de perpétuels changements. Donc, le business analyst, en fait, devrait s'adapter et devrait être en mesure de pouvoir modifier ou mettre à jour régulièrement ces besoins-là. Mais dans sa communication avec le métier, il doit justement les pousser à aller au-delà du besoin, à connaître l'exigence. Et ce travail d'élicitation qui constitue un exercice de question, qui passe par un exercice de questionnement et qui constitue en fait un process qui va aller puiser au fin fond de l'utilisateur ce qu'il veut réellement, on peut se rendre compte que au final, l'utilisateur n'a pas besoin de ça parce que derrière, il peut aujourd'hui estimer qu'il y ait quelque chose qui soit pertinent pour lui, mais à la suite de plusieurs questionnements, se rendre compte qu'au final, on n'est pas en train de répondre on n'est pas en train de créer de la valeur pour l'entreprise, ou en réalité, on n'est pas en train de faire avancer les choses dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, ces éléments-là, ces outils que le business analyst peut avoir, peut réduire des potentiels changements on va dire, dans un potentiel changement de besoins ou des potentiels changements qui vont lui permettre justement d'adapter le contenu des exigences métiers. Ok, merci beaucoup. Donc, merci Kevin pour cette présentation. Je pense qu'on a retenu pas mal de choses intéressantes par rapport au rôle du business analyst dans un projet agile. Et merci à tous ceux qui ont posé des questions pour nous aider à mieux comprendre le sujet. Donc là, je pense que c'est le moment de passer à la surprise. Donc, Kevin, je te laisse continuer. Et désolé D'accord. aussi pour le dépassement de temps, mais bon, je pense que ça vaut bien le coup quand même de continuer. Donc, merci pour votre fidélité.